trois, aussi incroyable que ça paraît, on ne se connaissait pas il y a 6 mois. Donc on s'est connus grâce à Jérôme, donc pour ça aussi Jérôme, merci. Et en fait on a toutes les trois la même sensibilité, mais bizarrement, vous voyez, on croit que c'est réservé à des communautés, ce genre de comportement, mais non. Il y a plein de gens qui s'emparent de ça, qui s'en intéressent, et on est surpris de voir que une jeune, une moins jeune, une plus vieille, on a le même combat, on a les mêmes envies, et puis on a du coup envie de les partager toutes les trois, et à travers Jérôme aujourd'hui, on a envie de les partager avec vous, et puis de faire de ce petit pas un immense pas, un grand changement, et quelque chose qui peut éventuellement révolutionner Calvi aujourd'hui et la mettre sur un autre éclairage, et un autre mode de vie, et une qualité de vie à laquelle on aspire tous, notamment quand on a des enfants, des petits-enfants, des neveux, des cousins, des nièces. Voilà. Notre démarche, c'est celle-là. Ici, un exemple, je ne sais pas si vous voyez, d'un type de signalétique qui sont sur les plages de la réserve naturelle des Bouches-du-Bonifacio et qui indique, par exemple, qui explique en quoi les banquettes de Posidonie, donc cet amoncellement de la Posidonie qui est morte et qui se trouve sur les plages, est primordial parce qu'elle protège de l'érosion. Alors qu'en Atlantique, ils dépensent des millions à renflouer les plages, à protéger des érosions, c'est une catastrophe. Nous, on a un système de protection d'érosion naturelle. Quoi de mieux? C'est quand même incroyable. Mais ça, si les gens ne le savent pas, ils ne peuvent pas l'inventer. De mon expérience, j'habite à Campolongo, donc ça dépend encore de Calvi. Il y a une énorme demande de réflexion autour de l'écomobilité et malheureusement, on n'a rien à notre disposition. On ne peut pas prendre le vélo, on ne peut pas marcher au bord de la route, c'est trop dangereux, trop de voitures. On habite à 5 minutes du complexe sportif, on habite à 5 minutes de Spa, on est obligé de prendre notre voiture. On est un village, une petite ville, un village. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école en vélo ou à pied. À quel d'autre? C'est impossible. À part si tu leur mets un casque, une armure, ou pour traverser les routes, avoir des trottoirs qui soient accessibles, parce qu'il y a beaucoup de trottoirs qui nécessitent d'être mis au bout du jour. Donc l'écomobilité dans la ville, en dehors de la ville, que tous les habitants de Calvi puissent se déplacer dans la ville, mais également aller jusqu'au complexe sportif, qui est quand même un lieu dédié à tous, mais où on est obligé d'y aller en voiture, quoi qu'il arrive. Voilà, ça fait réfléchir quand même. On parle aussi d'autonomie alimentaire. Alors ça, c'est deux mots qui inquiètent ou pas, où on s'interroge, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà l'autonomie, on ne sait plus ce que c'est, tout en dépend de tout. L'autonomie alimentaire, déjà, quand on pense à sa santé, c'est simple, qu'est-ce que je mange? D'où ça vient? Est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est pas la période? Comment c'est poussé hors sol, pas hors sol? Mais l'autonomie alimentaire, ça permet de cultiver chez soi. On sait ce qu'on cultive, on respecte le cycle des saisons, on est dans un mode d'économie, dans un circuit court, producteur-consommateur. On peut y intégrer les citoyens en leur facilitant l'accès au jardinage par des lopins de terre. Moi j'ai le souvenir, je ne sais pas si on est nombreux ici à l'avoir, d'aller au potager avec mes grands-parents. Je n'ai jamais mangé de légumes en conserve ou je ne sais d'où avec mes grands-parents. On avait cette richesse-là, on passait des journées au potager à bêcher, récolter, semer, et c'était magique. Mais mes enfants aujourd'hui le savent parce que je leur en parle, mais pour la plupart, ils mangent au supermarché. Le supermarché, c'est là où on produit des légumes, c'est pas le jardin. Et enfin, les jardins communaux, là, c'est souvent les villes qui s'emparent de ce dossier, qui réservent une parcelle et puis qui décident d'acquérir une autonomie alimentaire pour alimenter les collectivités, les écoles, les centres aérés, les maisons de retraite, voilà. Jardiner est un acte majeur, un acte de résistance dans un monde où même la capacité de se nourrir par soi-même est confisquée aux populations. Cultiver son jardin est un acte politique. Pour illustrer l'autonomie alimentaire, on va vous présenter à la suite de cette page un petit reportage qui a été fait sur une municipalité, Montsartou, qui est dans les Alpes-Maritimes. On va dire à peu près le même climat que chez nous. Ils sont un peu plus nombreux, ils sont 10 000. Mais
ils ont réservé un lopin de terre sur leur commune, et ça fait 10 ans qu'ils s'y sont mis, hein, ils sont précurseurs. Et aujourd'hui, ils sont capables de fournir des légumes toute l'année aux enfants de l'école. Et également, ils servent d'un peu de régie, c'est-à-dire qu'ils mettent en lien aussi les producteurs locaux avec la municipalité pour pouvoir proposer aussi tous les produits locaux répertoriés dans la région. Donc il y avait Campolong, moi je me rappelle à l'époque je travaillais à la banque, donc on finançait les gens qui hérissaient une maison. Et puis moi j'avais été stupéfaite de voir qu'ils avaient gardé une petite bande pour des jardins potagers. Donc chaque maison devait avoir son jardin potager. Et au final, ça a dû se perdre quelque part, parce qu'il n'y a pas de jardin potager. Alors quand on en a parlé avec Johanna, elle était... Alors en fait, en discutant avec les voisins le réclament, ce jardin potager. Donc, au même titre, l'alimentation, hein, c'est vraiment... je vais remettre une couche, mais c'est vraiment un pouvoir. On peut soutenir ce qu'on achète. La présence de petites fermes, surtout en agroécologie, et il y en a ici, sont absolument primordiaux. Ils sont notre futur, ils sont les garants de notre santé. De pouvoir offrir le minimum, c'est une place de marché pour les producteurs locaux. Pour moi, c'est vital, c'est absolument vital. Pourquoi la crise des déchets en Corse? C'est très simple, il y a 3 points. C'est un tri sélectif insuffisant, donc nos poubelles résiduelles qui sont enfouies en fait sont pleines de déchets valorisables. Absence quasi totale de collecte des biodéchets, c'est quand même 30% de notre poubelle. Deuxième point, donc on se retrouve toujours avec une poubelle résiduelle pleine à craquer parce qu'on n'a pas trié nos biodéchets. Et encore, on fait partie d'une communauté de communes qui amorce, qui est très active. Et le dernier point, c'est que les 2 sites d'enfouissement de la Corse, au nord et au sud, sont saturés. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Donc ça, vous avez dû le voir aussi dans les journaux. Actuellement, nos déchets sont mis en balle, voilà. Et ils sont stockés sur des sites de stockage provisoire. Et ils vont être réorientés. En tout cas, c'est ce qui est en train de se discuter. Tout ça, ça a un coût, et c'est nous qui allons le payer, hein, ça, il faut le savoir. Ça a coûté, donc c'est un article du Point de décembre dernier qui explique que ça va coûter à la Corse, ça a coûté à la Corse environ 2 millions d'euros fin 2019, et qu'à l'heure actuelle, ça coûte 35 000 euros par jour. Cette histoire de mise en balle, de stockage, etc., de construction de sites. Et du coup, je vais parler du sujet qui fâche, l'incinérateur. Pourquoi c'est une fausse bonne idée? Alors, moi la première, je trouve ça légitime de trouver ça une idée simple, séduisante, on brûle tout, c'est bon, ça disparaît, c'est quoi le problème? Et ben, j'ai pris un peu le temps de vous partager les informations qui sont souvent bien cachées ou cachées sous un discours bien rodé par les lobbies, parce qu'il y a du pognon en jeu, clairement. Donc d'une, c'est long à construire, on faudrait compter au moins 5, 6, voire plus d'années avant de voir ce genre d'usine. Sauf que maintenant, nous sommes dans une crise et nous avons besoin d'une situation à mettre en place aujourd'hui, demain. Deuxième point, polluant. Alors, polluant par 2 points. D'une, il y a une grande émission de CO2. Par exemple, pour la principauté de Monaco, juste sur son terrain, il y a 35% des émissions de CO2 sur tout le terrain sont uniquement dues à son usine. Alors vous allez me dire, oui, mais la valorisation énergétique, parce qu'ils brûlent les déchets, mais ils valorisent en partie, donc c'est pour ça que c'est utilisé unité de valorisation énergétique, c'est très beau et sexy. Ça va compenser en partie l'utilisation de combustibles, de fossiles, de fuel. Certes, mais pas assez pour compenser. Et puis en plus, ce qu'on ne sait souvent pas, c'est qu'une fois qu'on a brûlé, il ne reste pas plus rien. Il reste ce qu'on appelle la mâche fer. C'est toxique. Beaucoup l'utilisent dans le système routier pour enfouir, mais c'est tellement toxique et ça vient polluer les nappes phréatiques que de plus en plus d'endroits le refusent et l'envoient de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et il y a aussi ce qu'on appelle des résidus dangereux d'épuration des fumées, les réfiums. Donc en fait, un incinérateur égale une décharge de réfium, de résidus toxiques, une décharge de mâche fer. Et la troisième décharge, les gens disent que c'est nous-mêmes parce que c'est dangereux pour la santé. Alors vous allez me dire, il y a des systèmes de filtration de plus en plus performants, on va dire.
Et pourtant, les scandales sont toujours là. Il y a encore Gilly sur Isère, ici les Moulineaux, un autre truc en Haute-Savoie, où il y a des corrélations de trouver entre le nombre de cancers et la proximité qu'ont les citoyens touchés à une usine, de par la production de dioxine, de furane. Et en fait, c'est normal, vous balancez n'importe quoi, vous le brûlez, il y a tellement une hétérogénéité du déchet qui va être mis que c'est impossible de savoir exactement quelle molécule va y avoir, quelle nature, de quelle forme. Donc c'est un pari vraiment dangereux pour notre santé. Alors coûteux, ça c'est un peu plus difficile à percevoir parce qu'il y a tellement de coûts qui sont annexes, le transport, donc c'est un peu plus difficile à comprendre, mais en gros, c'est une usine qui fonctionne que si elle est alimentée de déchets, parce qu'elle produit de l'énergie. Donc il y a des contrats d'engagement de fourniture d'énergie qui sont décidés à l'avance. Et donc, si par exemple il n'y aurait pas assez de déchets en Corse, par exemple, pour alimenter cet aspirateur à déchets, eh bien, il faudrait, dans le pire des mondes, en faire importer du continent pour l'alimenter. Donc c'est quand même scandaleux. Donc en plus, la construction d'un tel bâtiment, c'est environ 150 millions pour nous, la Corse, par rapport à notre production de déchets. Il faut tenir les contrats d'engagement. Donc l'usine, elle fonctionne, elle brûle 24 heures sur 24, 360 jours sur 360. Et en plus, le prix à la tonne de déchets est quand même assez gourmand, puisque c'est entre 70 et 140 € la tonne, puisque ça fluctue en fonction du type de déchet. S'il est trop humide, ça ne brûle pas assez bien, donc il faut rajouter des cartons qui pourraient valoriser. C'est une catastrophe, alors qu'actuellement, jusqu'à présent, le prix d'enfouissement à la tonne est de 100 € et le prix d'exportation sur le continent est de 350 € la tonne. Et donc, comme vous l'aurez compris, si on se lance là-dedans, ça nous condamne véritablement à alimenter ce cercle vicieux, puisque ça ne laisse pas du tout place à faire un quelconque effort de diminuer nos déchets, d'arrêter cette surconsommation qui nous mène droit dans le mur comme tout le reste. Et au contraire, si on ne crée pas assez de déchets, ça va être un problème. Donc c'est pas du tout la solution, et c'est aussi pour ça que l'Assemblée de Corse en 2010 a voté pour l'abandon de tout projet d'incinérateur qui revient maintenant parce que rien n'a été mis en place. À part la Comcom de Calibalaine, rien n'a été mis en place. Et souvent, on parle de l'exemple de l'incinérateur de Monaco. Ben, il arrive à sa fin. Là, ça fait 40 ans. Et son renouvellement fait débat. Le prince Albert II avoue que ce n'est pas la meilleure solution. D'ailleurs, juste pour remettre aux normes le système de filtre, ils ont dépensé 20 millions €. C'est vraiment un gouffre à sous. Donc, les questions de renouvellement font débat partout parce qu'ils ont compris que c'était un piège, une erreur. Donc, est-ce qu'on veut tomber dans ce piège ? Et il y a d'autres procédés de valorisation énergétique de nos déchets, par exemple la méthanisation. C'est que le Pays Balagne a, dans l'un de ses projets, d'instaurer une usine de méthanisation à Milos. Et en fait, ça permet de créer du biogaz. Et en plus, si on donne du déchet qui est fermenticible, genre des déchets de cuisine, du papier, des déchets verts, ce qui est issu suite à la méthanisation, ça peut même être réutilisé, revalorisé comme engrais. C'est génial, parce que donc ça suit le cycle du carbone. Et puis il y a cet homme, Rossano Ercolini, qui est vraiment un ambassadeur du tri. Et il a reçu en 2013 le prix Nobel, un peu comme le prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement, par Barack Obama. Je ne sais pas si vous voyez, c'est Barack Obama qui lui sert la main, parce qu'il a réussi à exporter sa méthode à plus de 300 villes en Italie, mais aussi dans d'autres pays. Et donc il était venu en 2016, ici déjà en Corse, et c'est à la suite de ça que la Comcom Calibalaine, boostée par François-Marie Marchetti, s'est rendu compte que c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut faire. Et Rossano est revenu en janvier, donc on y est allé avec l'équipe de Calvin Corp, et il était vraiment déçu de s'apercevoir qu'en 4 ans, rien n'avait été fait, qu'il ne comprenait pas, il était assez perplexe, et à la suite de sa conférence, il y avait un débat. Donc il y avait Gilles Signone, il y avait la CDC, il y avait l'OEC, il y avait la préfecture, le Civalec n'était pas là, et on s'est rendu compte que clairement c'était une faute de volonté politique. Ça a hué et chahuté comme pas possible dans l'amphithéâtre de Corté.
Donc le message que lui veut porter, nous donner, c'est ne brûlons pas notre futur. Le fameux jour où on a assisté à la conférence de Rossano Ercolini, il y avait un monsieur adjoint au maire de Vigianello qui est intervenu. Et honnêtement, quand vous vivez cette intervention, vous ne pouvez pas rentrer chez vous en vous disant bof, le tri, j'en ai rien à foutre, de toute façon c'est des conneries, machin. C'est pas possible. On ne peut pas dire ça une fois qu'on entend cet homme s'exprimer. Son message, je vais essayer de vous le faire court, simple. Voilà, il vous explique que lui déjà, Vigianello, quand tu tapes Vigianello, c'est égal poubelle de la Corse. Donc déjà, sur internet, tu mets Vigianello, ça jette un froid. Lui, il vit dans un endroit où toutes les nappes phréatiques en dessous sont contaminées d'un tas de cochonneries. Les rivières qui coulent à côté, tu ne peux pas y envoyer tes enfants. Ils vivent dans un endroit qui ressemble au nôtre. Hein. Après, il vous explique qu'effectivement, au début, ils ont commencé à enfouir, ils faisaient des trous, ils enfouissaient les déchets, et qu'aujourd'hui, ils disent non, pourquoi? Parce qu'à côté des belles montagnes corses, il y a des montagnes de déchets. Donc moi, rien que ça me fait froid dans le dos. Je ne peux pas imaginer que dans un pays comme la Corse, aujourd'hui, on soit en train de construire des montagnes de déchets. Alors est-ce qu'on va la rajouter dans le tracé du GR20 pour faire, pour provoquer un peu les gens, leur faire comprendre que... Et lui, son message, bon, bien sûr, il est pris au tripes, on peut comprendre cet homme. Comment nous, citoyens, qui vivons tranquillement chez nous, qui mettons nos poubelles et on n'en parle plus, comment on peut dire non, je ne gère pas mes déchets, non, je ne trie pas, non, je m'en fous, démerdez-vous. Grosso modo, le message, c'est ça. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un modèle économique linéaire, c'est-à-dire qu'on achète, on consomme, on jette. Voilà. L'idéal, ce serait qu'on arrive à un modèle économique circulaire. J'achète ou je produis, je consomme, et je recycle ou je réintègre à la terre pour qu'elle me donne à nouveau quelque chose. Et croyez-moi, nous on fait de temps en temps des descentes dans les poubelles de Calvi. Les poubelles noires sont très loin d'être triées. Et c'est vraiment dommage, parce que quand on pense à la montagne de Vigianello, on se dit, waouh, si j'avais quand même fait du tri dans ma poubelle, la montagne serait peut-être moins grande à Vigianello. Ça, c'est de l'or. Dans nos poubelles, il y a 29% d'or. C'est un trésor. Ça s'appelle le biodéchet. Et ce biodéchet, il n'a rien à faire dans nos poubelles. Lui, c'est le premier maillon de l'économie circulaire. Donc ce biodéchet, dès demain, et avec Jérôme, il faut le composter. Alors la Comcom de Calvi fait un travail remarquable, mais on sait que pour nous, le porte-à-porte, c'est en 2022-2023. Ça veut dire que jusqu'à 2022-2023, on continue à pas trier, à pas faire d'efforts et à laisser nos poubelles comme ça. Non, pas. On pense à Vigianello, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dès demain, avec Jérôme, on s'attaque aux biodéchets. Et pour ça, il faut qu'il y ait des aires de compostage un peu partout dans la ville. Il ne faut pas qu'on soit en galère dans nos appartements à ne pas savoir quoi faire. Moi aujourd'hui, je le fais, hein. Je suis en appartement, je le fais. Mais c'est compliqué, et on a conscience, nous, que c'est compliqué, et que tout ça, il faut le mettre à la portée de chaque citoyen. Il ne faut pas juste dire, ouais, fais ton tri. Non, on vient, on vous aide, on vous explique qu'est-ce qu'on met dans le compost, qu'est-ce qu'on en fait, où on le met, parce que c'est un trésor, et on ne peut pas le laisser passer comme ça. Et ces biodéchets, après, on peut en faire des choses magnifiques. Déjà, on peut les utiliser pour tous les espaces verts de la ville. On peut, si demain il y a une démarche également de jardin partagé, jardin communautaire, enfin jardin pédagogique et jardins municipaux, on peut les réutiliser dans nos jardins municipaux et pédagogiques. Donc la solution numéro 1, c'est de composter. On l'a bien compris, ça diminue radicalement notre poubelle résiduelle. C'est bien de se poser la question de qu'est-ce qui se recycle vraiment, hein? Donc le papier et le carton, on est quasi certain que ça se recycle. On fait une tulpe et on refait du papier, on fait du papier toilette, on fait du carton, il n'y a aucun souci. Le Tetra Pak, ça se recycle. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo, il y a des entreprises spécialisées dans le Tetra Pak. Donc a priori, quand vous mettez votre brique de lait à recycler, elle sera recyclée. D'accord? Les métaux, ok pour l'acier et l'aluminium. On s'était posé la question pendant les réunions zéro déchet des feuilles d'aluminium très fines qui ne sont pas détectées. Alors il y a des petites solutions, vous en faites des boules, vous les mettez dans une canette, enfin bref. En attendant, on est capable de les recycler.
D'accord? Le verre, oui, ça se recycle très bien, mais uniquement le verre type bouteille d'eau. Donc, il y a 3 types de plastique. Il y a le plastique qu'on appelle à haute valeur ajoutée, donc c'est un plastique que nous savons recycler parfaitement. C'est bouteille d'eau, flacon en plastique, flacon de shampoing. Donc ça, c'est bien, c'est vous le triez, c'est recyclé, on en fait des pastilles, on refait des bouteilles, on fait des textiles, on fait de l'isolant, enfin en tout cas, on sait le recycler. On sait recycler le film plastique type blister, le plastique qui enveloppe aussi aux bouteilles d'eau. Il y a une entreprise en France qui sait le recycler, elle s'appelle Macaron, mais elle n'a pas encore un modèle économique valable. Et à l'époque où la France envoyait tous ses déchets en Asie pour être traités, maintenant que l'Asie a fermé ses portes, nos déchets nous reviennent et cette entreprise est submergée et elle demande énormément d'argent aux collectivités pour recycler ces papiers-là. Donc finalement, les collectivités préfèrent les incinérer. D'accord? Donc, on a élargi le tri, c'est bien, ça n'ira pas en enfouissement, vous le triez. Et puis, il y a un 3e type de plastique, c'est les plastiques qu'on ne sait pas recycler. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on trouve le plus dans nos grandes surfaces. Donc, ce qu'on ne sait pas recycler, c'est un paquet de chips. Ce sont des espèces de plastique mélangés à de l'aluminium. On ne sait pas recycler les emballages de fromage, les emballages, ceux avec quoi on emballe la viande, etc. Tout ça, on ne sait pas le recycler. Donc, même si c'est dans l'élargissement du tri, il faut se dire à un moment donné que ça va être incinéré de toute façon. Ce ne sera pas recyclé ou enfoui. Hein. Autre chose, et j'insiste là-dessus, donc recycler, c'est bien, il faut recycler, on soutient la communauté de communes à fond et surtout c'est une urgence nous à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, le recyclage a ses limites. Et quand je dis que le recyclage a ses limites, c'est que le papier, le carton, on a compris que ça se recyclait, ça se recycle 10 fois. Ça se recycle 10 fois. 10 fois. La dernière vie d'un papier, c'est le fameux papier dans lequel vous mettez vos légumes. Ça ne sert à rien de le trier. Vous pouvez le composter directement. Et en plus, ce papier a nécessité de l'énergie, de l'eau, etc. pour être produit. Quand on a cette réflexion-là, on se dit « Ah ben oui, finalement, je vais peut-être aller prendre mes légumes dans un sac en tissu. » Et ne même plus utiliser ce morceau de papier-là. Bon. Chaque chose en son temps. Donc le recyclage a ses limites. Le verre, les métaux aussi ont des fins de vie de recyclage. D'accord? Et c'est encore de l'énergie. Donc nous, en Corse, vous le savez sûrement, mais nos déchets triés sont d'abord emmenés dans un pré-tri à Biguglia, enfin pour la Haute-Corse en tout cas. Et ensuite, ce sera emmené à Nîmes où ce sera à nouveau trié et dispatché donc dans les différentes usines qui traiteront les matières en fonction à recycler. Et alors toutes ces informations sont très bien expliquées justement sur le site du CIADEC. Hein, donc si vous êtes une passionnée, là, vous pouvez éplucher leur site. Moi je suis ensuite allée voir les différentes entreprises, donc il faut trier, oui. Et parce qu'on veut bien trier, mais moi la première, je vais oui, moi je vais aller voir le centre de tri, je vais voir comment ça se fait, ils me racontent des salades et tout. Donc non, on y est allé, on l'a visité, et assez impressionnant. Là par exemple, vous avez le système tri métallique par aimant qui sépare les produits faits en acier. Donc ça, ce sont des choses qui sont très bien valorisables et qui sont ensuite envoyées justement dans les usines ou les centres qui sont agréés pour ce type de valorisation. On a par exemple un compacteur avec une belle nadège juste devant. Un compacteur donc pour les cartons. Le problème, c'est que le travail de tri de certains va facilement être souillé, saboté par le manque d'effort ou d'attention des autres. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y ait des bouteilles en plastique mélangées au verre, la matière, la qualité de la matière recyclée diminue, donc le prix de vente va diminuer et il va tendre, si vraiment c'est une qualité de matière première trop médiocre, à finir en incinérateur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la démarche éco-responsable, il y a des étapes. On vit par étapes. Nous, les premières, on a commencé par un truc, puis après par un autre, puis après par un autre. Et on ne peut pas passer à travers l'étape du tri, puisque vous l'avez compris, ça limite l'enfouissement, ça permet de récupérer ce trésor qui est le biodéchet,
Et puis, ça réveille nos consciences aussi, puisqu'on se rend mieux compte de ce qu'on met dans nos poubelles, de ce qu'on achète. Donc le tri, il est incontournable. On est obligé d'en passer par là. Et donc, la logique voudrait aujourd'hui, enfin, en tout cas moi c'est pour ça que j'accompagne Jérôme aujourd'hui, c'est que on aide, on accompagne et on soutient les citoyens dans leur tri. Il faut les aider, il faut les accompagner. Ça fait partie de la solution numéro 2. C'est-à-dire la première, on gère ses biodéchets. Et la deuxième, on accompagne les gens et on les soutient, on les aide, on les forme, parce que c'est pas facile. Tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre à quel endroit. Et ça, il me semble qu'au-delà de la Comcom, c'est aussi le rôle de la municipalité d'accompagner ses citoyens. C'est un maillage qui doit se faire. Il n'y a pas que la Comcom qui doit être chargée de ce dossier, parce que d'abord, ils ont toutes les communes de notre micro-région à gérer, et puis on est responsable. Ça veut dire que c'est que la responsabilité de la Comcom? Non, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous et des municipalités d'aider et d'accompagner chacun de ses citoyens dans cette démarche de tri. Voilà. Et la solution numéro 3, ce serait tendre vers un mode de vie zéro déchet. Alors c'est un petit peu angoissant comme ça. La définition de ce mode de vie zéro déchet, c'est la phrase choc, mais c'est la meilleure. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc la première clé, c'est de refuser. Si je ne veux pas ce déchet, je ne l'achète pas. Point. Alors je donne un exemple. Vous êtes allé chez l'esthéticienne et quand vous sortez, on vous file plein d'objets publicitaires, d'échantillons, etc. En plastique, ça c'est un déchet que je ne veux pas. Donc non merci madame. On met un stop pub sur sa boîte aux lettres par exemple. C'est très simple et c'est un déchet en moins que vous avez dans votre boîte aux lettres. C'est le nombre qui fait changer les choses, hein. C'est le nombre. Donc plus on est nombreux à vouloir quelque chose et plus il se produit. Et donc là, à l'heure actuelle, vous pouvez aller Super U, Spar, Casino avec vos tupperwares pour la viande, fromage, très bien, il n'y a aucun problème. Réduire, quand vous faites vos courses, ai-je vraiment besoin de ce produit? Voilà, si vous vous posez cette question au moment où vous l'achetez, est-ce que je ne suis pas uniquement conditionnée par une publicité ou par... Non, ai-je vraiment besoin de ce produit? Réutiliser, réparer. Alors, on a la chance à Calvi d'avoir une ressourcerie créative, enfin une ressourcerie créative exceptionnelle. Moi, j'y passe plus clair de mon temps. J'achète d'occasion, donc c'est un des principes clés du zéro déchet, l'occasion. Donc vos meubles, vos vêtements, les jouets pour les enfants. Et en plus, elle est associée à un garage solidaire pour réparer les voitures, un repair café pour réparer vos petits électroménagers. Il faut l'utiliser à fond. On a cette chance-là, il faut l'utiliser à fond. Mais réutiliser, réparer, c'est aussi au quotidien. Plutôt que de jeter votre pantalon troué, on le recoue. Quand on fait du zéro déchet, on se met tous un petit peu à la couture et on répare énormément de choses. C'est faire un vide dressing et s'habiller d'occasion. S'habiller d'occasion, c'est pas forcément s'habiller moche. S'habiller d'occasion, c'est acheter une chemise à sa copine qui ne la veut plus et qui passe très bien ce soir avec vous. Non, mais voilà. Dans le programme de Jérôme, il y a tout un passage sur Calvi Villebleu qui parlait de réhabiliter les fontaines. Alors ça, dans le zéro déchet, c'est très important. Dans le zéro déchet, on boit de l'eau du robinet. Voilà, on n'achète plus de bouteilles d'eau, c'est fini. On a tous notre gourde et on boit de l'eau du robinet. Si on avait les fontaines dans la ville, ce serait merveilleux. On aurait tous notre gourde, touristes, citoyens, calvaires, etc. Et on remplirait nos gourdes au fur et à mesure de notre balade. J'ai envie de dire qu'on a des très bonnes fontaines aussi et des très bonnes sources tout autour et que si on n'aime pas l'eau du robinet, il y a encore d'autres options. Jérôme, je sais, nous soutient là-dedans et on a cette idée. Moi, je l'ai depuis très très longtemps. Je rêve d'une maison zéro déchet. J'ai connu une maison zéro déchet à Paris qui était géniale. Donc encore une fois, ça rejoint un petit peu tout, hein, tout ce dont on a parlé. Un lieu de rencontre, une maison où les gens qui veulent se lancer dans le zéro déchet ou se lancer tout simplement dans cette transition écologique viennent à la rencontre de quelqu'un qui le fait déjà et qui va décider de l'accompagner. On proposerait encore une fois des ateliers, des formations. Donc là, vous avez une photo de celle de Paris. Donc celle de Paris, voilà, elle est à Montmartre, près de Montmartre, je crois. Et vous avez un espèce de tableau noir. Il y a des ateliers pratiquement tous les jours. Ils sont pleins à craquer.
C'est toujours une bonne ambiance. On vous propose des produits pour vous aider à démarrer votre zéro déchet. Et on pourrait, je ne sais pas, organiser des vides de dressing dans cette maison. Pourquoi Calvi ne ferait pas sa maison zéro déchet? Parce qu'il y a celle de Paris, mais ça pousse un petit peu dans toutes les villes. Et ça, c'est une idée qui me tient à cœur, enfin qui nous tient à cœur. Voilà. À l'image du Festival du Vent, on peut jouer Oui. Alors, avant d'enchaîner là-dessus, moi j'avais envie de dire quelque chose parce qu'on a toujours l'impression que ces démarches-là, c'est contraignant, c'est pas drôle, enfin bon, bref. Et en fait, moi depuis que je me suis mise à faire ça, j'ai rencontré plein de gens. Et à notre époque où on souffre un peu d'isolement, d'égocentrisme, d'individualisme, où on n'arrête pas de dire il faut qu'il remette du lien social, il faut recréer des connexions entre les gens, et ben moi je trouve que c'est un des moyens les plus efficaces de reconnecter les gens entre eux, parce qu'il y a un vrai maillage d'entraide, il y a un vrai maillage de transmission de savoir, d'expérience. On est tous à des niveaux différents. Vous peut-être un autre, il y en a qui sont vraiment des experts, et du coup c'est, moi je trouve que c'est une richesse humaine incroyable, et que c'est peut-être ça qu'on a besoin aujourd'hui, au-delà du fait de dire il nous faut ci, il nous faut là, machin, on a aussi besoin de se retrouver les uns avec les autres, d'échanger, de vivre des choses fortes, de vivre des galères ensemble, parce que c'est pas toujours évident non plus, et c'est aussi ça la force de cette démarche. C'est le changement, mais un changement positif qui nous emmène tous les uns avec les autres vers quelque chose de meilleur. Voilà. Alors, je vais vous laisser observer 2 petites secondes cette image, parce que... Oui, je vais le dire. Parce qu'en fait, dans le tri, vous avez remarqué, enfin, peut-être pas remarqué, il y a quelque chose qui ne se trie absolument pas, qui ne se recycle pas, c'est la vaisselle jetable. Donc il est incroyable de constater que notre société considère que extraire du pétrole, le transporter dans une raffinerie, le transformer en plastique, le former, l'emmener dans un magasin, l'acheter, l'utiliser et le jeter demande moins d'efforts que de laver la cuillère après utilisation. Ça paraît fou, quoi. Alors moi, c'est un peu mon combat en ce moment, c'est pour ça qu'on en parle, et c'est vrai que quand on s'est réunis tous ensemble pour voir ce qu'on pouvait éventuellement proposer, intégrer, puisque bien sûr c'est transversal aujourd'hui l'écologie, on a tous compris que ça doit être partout. Hein. Moi j'ai dit, oui, une charte événementielle ce serait vraiment bien. Une charte événementielle ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on fait beaucoup de choses, les associations sont très actives, les manifestations il y en a quelques-unes, il n'y en a jamais assez mais il y en a. Et c'est génial parce que c'est des moments où les gens se rassemblent, c'est agréable, on boit un verre, on chante, on rigole, on danse, bon bref. Mais dès que tu fais le tri, à la fin de la soirée, c'est juste la douche froide, quoi. Parce que c'est gavé de verres en plastique, d'emballage, de couverts en plastique, de serviettes jetables, etc., etc. Et ça ne se recycle pas. Ça va directement ou enfoui ou incinéré. Ça s'appelle le plastique à usage unique. Et ça, c'est vraiment la première des choses à laquelle il faut s'attaquer. Donc, on a proposé à Jérôme, qui est complètement d'accord avec nous, une charte événementielle. Alors, et du coup, on a pu la tester, puisqu'il y a 15 jours, on a fait une soirée au domaine Alciprate, où on a décidé de faire une soirée zéro déchet. Et bien, figurez-vous, c'est possible. C'est possible et c'est même plutôt sympa. Alors, bien sûr, une soirée zéro déchet, c'est pas que sans vaisselle jetable, c'est aussi, parce que quand on raisonne dans cette dimension-là, c'est aussi mettre en avant ce dont on a parlé, les circuits courts, l'économie circulaire, donc ça veut dire mettre en avant la production locale. On a plein de gens qui font des choses formidables ici, on les met en avant, on arrête d'acheter des trucs qui viennent de je sais pas d'où. On consomme dans des vraies assiettes, on boit dans des vrais verres, on utilise du mobilier recyclé pour organiser notre soirée. On a fait une banquette en recyclage, donc j'ai la chance que là où je travaille, il
Il y a beaucoup de palettes, donc on a fait un lit de palette avec des coussins, c'était très sympa. Voilà, vous voyez qu'il y a des vraies cuillères. Il n'y avait pas d'eau en bouteille, mais on avait de l'eau de la flatte. Il fallait chercher l'eau de la flatte. Et puis on a une amie qui crée des ateliers autour des plantes, qui nous a fait des eaux aromatisées, des eaux florales. On avait bien sûr des poubelles à biodéchets à plusieurs endroits, des récupérateurs de vaisselle sale, biodéchets, verre, voilà, ça c'était les deux seules poubelles qu'on avait, parce qu'au final on n'avait que du verre et du biodéchet. Les petites serviettes en tissu qu'on avait récupérées avec le bac à linge sale, pour les gens. Voilà. Donc voilà, grosso modo, c'est un exemple pour vous montrer que c'est possible. Et en plus de ça, on a eu d'excellents retours. Les gens, ils étaient hyper contents et ravis de participer à ça. Et on rebondit là-dessus parce qu'avec Jérôme, on aimerait que demain, dans la ville de Calvi, il y ait une charte éco-responsable. Une charte éco-responsable, c'est donner des consignes pour organiser un événement, mais donner les moyens également. Donner les moyens, ça veut dire que les gens qui ont besoin de poubelles à tri, il faut qu'ils les aient, de compostage, il faut qu'ils l'aient, des moyens, des éco-cups, des choses. Il y a plein de choses à imaginer pour aider les associations qui créent des manifestations, de les faire proprement. Bravo! Je tiens à dire, parce que je n'ai pas fini, nous sommes actuellement en train de travailler sur le premier trail de Corse, éco-responsable, qui aura lieu à Lumio à la mi-avril. On va être labellisé. L'idée, c'est aussi de dire qu'on peut faire du sport propre. Il y a des gros débats actuellement qui sont faits sur les trails en Corse, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément très propres. Nous, on voudrait prouver qu'on peut continuer à faire les mêmes choses tout en respectant notre environnement. Pour moi, zéro déchet, ça ne va pas avec austérité. C'est pas vrai. Zéro déchet, c'est juste un mode de vie où on peut faire exactement la même chose en étant conscient de l'impact qu'on a sur notre planète et en voulant la préserver. On verra ce que donnera le trail de Lumio. Je vous ferai un petit résumé. Merci. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y avait plus de 400 personnes à la soirée. Oui. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est nous qui avons fait la vaisselle. Ce que je ne dis pas, que j'avais des super ambassadeurs avec moi, parce que seul, on ne fait rien. Ça, on est d'accord. Et on a quand même passé une très bonne soirée. Et donc, comme promis, un petit documentaire super bien fait, juste sur le mégot. C'est vrai que c'est petit, on se dit oh ça va. Et en fait, c'est vrai que la réalité des choses n'est pas très belle. Et voilà, une vidéo de 4 minutes si le son est bien marché. Cyanure, plomb, uranium empruntent des chemins que vous ne soupçonnez sûrement pas. Pauline Normand, Emma Vincent et Cédric Fortin ont suivi vos mégots à la trace. Un geste anodin qui a des conséquences désastreuses pour la planète. Ça vous arrive de jeter par terre? Seulement en ville. Une incivilité qui peut coûter cher, 68 € d'amende. En France, chaque année, plus de 30 milliards de mégots sont jetés par terre. Au moins 10 000 tonnes. Le poids de la Tour Eiffel. Alors, où va votre mégot une fois jeté dans le caniveau? Personne ne sait vraiment. Très léger, le mégot est emporté par les eaux de pluie directement vers les égouts. Sa petite taille lui permet d'échapper au système de filtrage. Une fois rejeté dans les cours d'eau, plus rien ne passe l'océan. C'est le premier déchet retrouvé lors des opérations de nettoyage. Or, le mégot est particulièrement nocif. Quelles sont les substances chimiques qu'il y a dans votre mégot de cigarette? Il y a de la nicotine, des goudrons et puis plein de choses. Nicotine, goudron, ce sont les plus connus. Mais en réalité, le mégot contient plus de 4000 substances chimiques. 250 sont toxiques, 50 sont cancérigènes. De l'arsenic, du cyanure, du plomb, des pesticides et même des substances radioactives comme l'uranium. Ce cocktail chimique est dilué au contact de l'eau en moins d'1 heure. Un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Si vous fumez un paquet par jour, vous polluez en un an le volume d'une piscine olympique de 50 mètres de long. À l'échelle plus petite, le volume est colossal. Autre danger du mégot, le filtre. Je pense que c'est du papier, il doit y avoir du coton, des choses comme ça.
Contrairement aux apparences, le filtre n'est pas fait de matière végétale, mais de fibres plastiques, l'acétate de cellulose. Il ne va pas se biodégrader, donc il ne va pas retourner dans le milieu naturel. Il va en fait se fragmenter progressivement en morceaux de plus en plus petits pour atteindre le stade de micro, voire de nanoparticules de plastique, et qui ont cette propriété de pouvoir intégrer à peu près tous les milieux et tous les organismes. Il sera donc consommé par les poissons, mais pas seulement. Le mégot va se diviser en 1000 petits morceaux et souiller l'ensemble du cycle de l'eau. En s'évaporant, il pollue l'eau de pluie et contamine les sols. Il achève donc sa course dans nos assiettes. Idéalement, il faut le mettre dans un collecteur de mégots qui, eux, ensuite sont recyclés. Parce que sinon, dans la poubelle, il va finir enfoui et c'est pas, les dégâts seront les mêmes. Alors, à Calvi, vous en avez un au centre social, il y en a un devant les écoles, à Weldom. Après, sachez que si vous les conservez, si vous les récupérez, vous pouvez les amener à la Comcom qui, eux, se charge du recyclage. Aujourd'hui, il y a une crise, une vraie crise, c'est celle des déchets. Alors, parfois on en entend parler quand ça déborde, puis après on arrive à étouffer pendant 15 jours, 3 semaines, mais c'est quelque chose qui va revenir de manière récurrente et de manière explosive. Donc c'est vrai qu'on a préféré cibler vraiment sur le déchet, le zéro déchet, le tri, et tout ce que nous on peut faire au quotidien pour limiter notre impact, parce que ça nous paraît évidemment la priorité du moment. Maintenant, il y a aussi d'autres choses à mettre en place. Voilà. On fait partie aussi d'un collectif citoyen qui s'appelle Valais en transition. Et on a, alors suite à une journée de travail, on s'est tous posé la question de pour chaque grand thème sur lequel on pourrait agir, quel est le constat, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à des élus. Et donc, de ça, on a écrit une pétition d'engagement qui propose pour chaque thème, donc il y a production, alimentation locale, réduction des déchets, écomobilité, gestion des ressources locales et agir pour un tourisme vert. Et pour chacun de ces thèmes, on a travaillé et identifié 2-3 points qui seraient assez faciles, voire très faciles pour certains de mettre en place et qui auraient un effet bénéfique sur notre mode de vie et sur l'écologie en général énorme. Une fois qu'il y a assez de signatures pour montrer que c'est d'intérêt, que les gens sont intéressés et désireux d'avoir ce genre de cohérence dans les dynamiques communales et politiques, alors, une fois, ça sera proposé aux élus, aux listes qui sont candidates aux municipalités, et signeront ceux qui s'engagent à suivre ces points, et nous suivrons après, au bout d'1 an, 2 ans, alors vous en êtes où, et ça, ça en est où. Donc, ça permet d'insuffler, d'impulser ces dynamiques et aussi de montrer que si, ça nous importe, c'est important. Voilà. Et Jérôme l'a signé. Bien sûr. Voilà. Voilà, merci. Après, vous faites... Merci et bravo. Je suis ravi, fier d'avoir une équipe comme ça à nos côtés. On a beaucoup parlé au début de la démarche d'intelligence collective. L'intelligence, elle est là, dans l'équipe, c'est la complémentarité. On a voulu depuis le début créer cette association qu'on a appelée Calvico, parce qu'évidemment, ça se passe à Calvi, qu'on a Calvi au cœur. Et dans cette association, on a voulu donner la parole aux gens qui avaient quelque chose à dire, quelque chose au fond du cœur. Et vous l'avez ressenti comme moi, je pense qu'elles ont quelque chose au fond du cœur, elles ont travaillé, elles mettent à notre disposition, à votre disposition, à la disposition de Calvi, une expertise, une sincérité, une vision partagée, j'espère, avec le plus grand nombre, en tout cas partagée avec l'équipe. Il y a un principe important aussi qui a été exprimé ce soir, c'est le principe de pédagogie. Elles ont travaillé, elles ont partagé des visions, elles ont réfléchi, elles nous amènent aujourd'hui ce travail-là, elles vous mettent à vos dispositions pour que demain, vous vous empariez de ce savoir-là et que vous le partagiez au plus grand nombre à Calvi. On a un devoir à Calvi, dans le contexte qui est le nôtre, un contexte naturel exceptionnel d'exemplarité. Et on a eu la chance, il y a quelques années, maintenant ça commence à dater, d'avoir un personnage comme Serge Auru, qui a fait que de Calvi est parti le principe de l'arrêt des sacs plastiques, notamment c'était parti avec
ton grand-père, je crois, à l'époque, au casino, enfin, à l'époque c'était Prigny, enfin, tous les supermarchés de Calvi, de Balagne, s'étaient engagés dans ces démarches-là. Ça part d'une personne. Aujourd'hui, il y a 3 personnes engagées, un groupe, une association, 4, évidemment. Non, mais je m'inclus, et on va s'inclure progressivement, je pense, tous ensemble. On peut être des pionniers aussi. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on regarde. Et vous en montrez des exemples de Montsartou. Et nous, on vous a parlé peut-être d'autres exemples sur d'autres méthodes. On vous a proposé la méthode du paysage, la méthode qui a été élaborée par un paysagiste référent. On s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs. On s'inspire de ce qui se faisait de mieux par le passé aussi, de ce qui va se faire de mieux dans l'avenir pour élaborer une politique qui soit une politique en cohérence avec ce dont on a besoin à Calvi toute l'année pour tous les Calvaises et les Calvais. Donc il y a une dernière chose que je voulais vous partager ce soir, c'est que je vous l'avais dit au début, on n'a pas parlé ce soir de transition énergétique, c'est-à-dire de diversification de ressources en énergie, ça fait partie de l'écologie, ça fait partie des défis qui vont être à relever. Et moi ce soir j'ai eu une révélation, et je vais vous partager, j'ai pas fait un trait, j'ai constaté une réalité. La réalité c'est qu'on a une source d'énergie inépuisable à Calvi, elle est là, elle est là, elle est là. Et c'est ça qui va faire que demain, on va changer Calvi tous ensemble.